jeudi, ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble aujourd'hui avec mon invité, artiste franco-canadienne. Nous l'avions reçue il n'y a pas si longtemps, il y a près d'un an, pour son titre Les fermes de France, en soutien au monde agricole, auteure, compositrice, interprète, égérie de la première version de Starmania dans le rôle de la serveuse automate. Aujourd'hui, Fabienne Thibault se révèle davantage que la première fois, c'est vrai? Bonjour, Cyrielle. Bonjour. Merci de me recevoir à nouveau. Mais avec grand plaisir. Très vous allez gentil. venir, chère Fabienne, nous parler de votre autobiographie intitulée La Survivante aux éditions L'Archipel. L'occasion, comme toujours, de découvrir ou redécouvrir notre invité, toujours en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour. Quel bonheur de vous revoir. Vous venez de m'appeler ma jolie. Quel plaisir. Quelle douceur. Vous êtes une perle et un soleil. Oh, vous êtes adorable. Merci, ça me Le touche énormément. soleil de Radio J. Ça me touche beaucoup de vous recevoir pour la deuxième fois parce que nous avions dit beaucoup de choses la première. Nous vous avions reçu, je l'ai dit, il y a près d'un an maintenant. Déjà ? Et oui, quasiment jour pour jour. Vous décidiez de vous raconter une première fois et aujourd'hui une seconde fois avec ce livre La Survivante. Et je me suis dit, est-ce que notre émission n'y est pas pour quelque chose de cette autobiographie ? Écoutez, toutes les rencontres avec les personnes intéressantes, tous les échanges et les dialogues qui vous ramènent à votre propre histoire ou à l'histoire collective sont nourricières. Écoutez, c'est vrai, vous parlez beaucoup de vous dans ce livre, évidemment, puisque c'est une autobiographie et on va y aller crescendo. Mais d'abord, vous prévenez. Dans ce livre, dès le départ, vous dites « ce n'est pas l'histoire d'une chanteuse que l'on découvre ici, mais d'une femme ». Oui. C'est important, cette précision. Oui, parce que très souvent, les autobiographies de chanteurs sont axées sur, et c'est intéressant, sur les rencontres artistiques, sur les différents spectacles, les enregistrements, les tournées. Moi, étant du Québec, ayant l'âge que j'ai aujourd'hui, je voulais explorer d'autres avenues, je voulais parler de mon pays, je voulais parler de mes combats de citoyenne, de femmes, de mes rencontres humaines, de mes aventures, de mes galères, de mes chutes, de mes relevages, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, donc ça a donné cet ouvrage, La Survivante, qui est, voilà, comme vous le disiez, une histoire de femme. Votre ouvrage s'intitule La Survivante. On le comprend en le lisant et en vous écoutant, Fabienne Thibault. Il y a beaucoup de votre intimité dans ce livre, les problèmes de santé, les abus aussi. Pourquoi maintenant ? Parce que faire le tour de sa vie et faire une sorte de point, d'une certaine façon, il faut déjà avoir un certain âge. Et j'ai 72 ans. Je n'ai plus rien à perdre, encore des choses à gagner, j'ai encore de belles aventures artistiques et humaines à vivre. Donc je pense, moi en tout cas, et c'est aussi une histoire de circonstances, de rencontre avec un éditeur, que là, c'était le temps. Vous Et dites pas avant. Et pas avant. Mon intention, surprendre, étonner, faire rire, émouvoir, vous faire pénétrer dans un univers parallèle. Vous n'y croirez peut-être pas et pourtant je peux vous assurer que tout est véridique. Vous nous parlez des épreuves, de la vie, de la mort, de cet entre-deux que vous avez connu de très près. Vous avez frôlé la mort plusieurs fois, Oui, Fabienne mais elle n'a Thibault. pas encore voulu de moi. Et oui, et tout récemment encore, à cause d'un escalier à la con. Oui. dites-vous. Et pourtant, ça se passait dans une salle de spectacle, qui est un lieu que j'adore et qui normalement m'est bénéfique. Mais dans une soirée spéciale où j'avais remis un prix, on m'a demandé de remonter sur scène. Et pourtant, quelque chose m'a dit, n'y va pas. Mais quand on m'invite, en général, je dis oui. Je suis remontée sur scène par ces petits escaliers, Cyrielle, Sarah, vous voyez. Pas très large, Très bien. pas très sécuritaire, dans Généralement un fer forgé. éclairage.
Non, c'est petit En bois. escalier en bois, mais très bien. sans côté, Ouais. avec des marches pas très larges, et puis avec un éclairage un peu mitigé. La personne qui montait devant moi s'est arrêtée, m'a déséquilibré, je suis partie à la renverse et ma tête est passée à 2 centimètres du bras du fauteuil de la rangée d'en avant. En métal, j'aurais pu me péter le cerveau, mais j'ai eu de la chance. Voilà, donc j'ai dit dernière chute en guise de conclusion. Fabienne Thibault, c'est pas la première fois que vous avez de la chance. Il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, lors d'un tournage en Auvergne, vous étiez en plein tournage dans le rôle d'une paysanne auvergnate et guérisseuse. Guérisseuse, je sais pas pourquoi oui, il faut c'est le cas de s'arrêter dire. sur ce mot. Pour le long métrage Volcan, écrit et réalisé par Nicolas Bélanchombre et Victor Griot. Ce jour-là, vous étiez à Superbèze, dans une station de ski dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, nous tournions à Superbès dans un buron, puisque je joue le rôle d'une paysanne auvergnate qui élève des vaches. Au 19e siècle, alors il faisait froid, j'étais fatiguée, j'avais eu dans les mois précédents des petites alertes de fatigue inhabituelle, de difficultés respiratoires, tout ça. Mais bon, j'avais pas trop fait attention. Surtout, on m'avait donné un traitement de statine parce que j'ai des problèmes d'hypercholestérolémie familiale. Les Québécois ont beaucoup ça, ces problèmes de consanguinité dus à nos ancêtres normands. Et ça me causait d'énormes douleurs, car certaines statines, c'est épouvantable, ça donne beaucoup. Donc j'ai arrêté. J'aurais dû aller voir le médecin et prendre autre chose. Bref, j'ai eu un encrassement des artères. Je suis à Superbès, fatiguée. Une nuit, j'ai pression sur la poitrine, douleur sous-maxillaire, agitation. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, chers amis qui nous écoutez, si vous ressentez ça, vous filez aux urgences tout de suite. Conseil d'amis, je dis à mon mari, le lendemain, je dis à Christian, écoute, on va aller aux urgences de Clermont-Ferrand, il s'avère que j'ai pas de scène à tourner aujourd'hui. On descend 1h30 de route en plein hiver à Clermont-Ferrand, j'arrive aux urgences, il n'y a personne. Aux urgences, il n'y a personne, c'est étonnant quand même d'habitude. Les urgences sont pleines. Bon, heureusement, parce que je serais repartie, je me connais, je ne suis pas très patiente. Donc, je m'assois. Je vais voir aussi la dame de l'entrée. Et je lui dis, bonjour madame, je ne sais pas ce que j'ai peut-être rien, mais j'ai ça. Elle me dit, écoutez, asseyez-vous là, j'ai un électrocardiographe portatif. Faut que je me pratique. J'ai dit, parfait, Magnifique. Je suis là, ma belle enfant. Elle me fait l'électrocardiogramme, elle monte le papier au médecin 3 étages plus haut. 10 minutes ou 20 minutes plus tard, je vois débarquer 5 blouses blanches. J'ai dit à Christian, ça, c'est pas pour des autographes. En effet, le médecin me dit, bonjour Madame Thibault, bonjour docteur. Qu'est-ce que vous faites demain? Ben, j'ai dit, écoutez, normalement, il me reste encore une scène à tourner. Mais si vous avez besoin de moi, je suis là. Il me fait, écoutez, on va vous passer des examens complémentaires, 7h30 demain matin, quadruple pontage. J'ai dit, eh bien, allons-y. Et ça a été une épreuve, évidemment, une opération de ce type. Vous vous en doutez bien, c'est quelque chose de lourd. Mais personnel hospitalier, les médecins de ce centre CHU de Clermont-Ferrand, excellent dans tout ce qui est cardiaque, une très belle équipe. Quelque part, c'est peut-être bizarre à dire, mais ça a été une aventure merveilleuse. Wow. Humainement passionnante. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup eu mal, mais c'était super. C'est très beau la manière que vous avez de parler de la vie en général dans votre livre et aujourd'hui sur Radio J, Fabienne Thibault. Vous avez été une survivante et votre livre porte bien son nom à plusieurs reprises. Il y a également eu à Bobino en 81 une électrocution sur scène, également un avion qui a explosé à bord duquel vous deviez être. Mais j'avais fait un rêve prémonitoire d'explosion et de feu.
Et j'ai appelé les amis qui devaient prendre cet avion avec moi. J'ai dit, je vous en supplie, c'était un avion privé, ne partez pas. Ils ne m'ont pas écouté. Et voilà, ils sont partis. Vous l'avez senti. Ma question, Fabienne Thibault, c'est que certes, vous êtes une survivante, mais est-ce que vous ne seriez pas également, ou plutôt une miraculée depuis l'enfance ? Oui, enfin, le mot miracle est effectivement un mot délicat à manipuler, à manier. Parce que le mot miracle, présuppose ou donne des notions un peu, même beaucoup spirituelles, soit un peu magiques. C'est un très beau mot, le mot miracle. Le miracle de la vie, le miracle de l'amour. C'est vrai que je suis quelque part une miraculée, ou en tout cas très chanceuse. Quand j'étais à l'hôpital, ils ont dit à mon mari... votre femme, là, c'est un ovni ou est-ce qu'elle a tous les anges avec elle? Oui. Et Christian a répondu, je ne sais pas, mais probablement les deux. Mais j'ai eu, c'est vrai, beaucoup de chance. J'ai eu autour de moi des gens qui m'ont nourri de spiritualité, d'amour, d'intuition. Vous parlez des anges, je suis obligée de rebondir par rapport à votre histoire, puisque vous nous l'aviez confiée la dernière fois que vous étiez venu, avec ces enfants, finalement, de votre maman, qui sont repartis aussitôt qu'ils sont venus. Oui. Peut-être ces anges sont-ils ceux-là ? Oui, mes frères et sœurs. Avec un frère également que vous avez connu. J'ai envie de savoir si ce côté spirituel que l'on entend, il y a de cela aussi, ces croyances. Moi, je crois que nous ne sommes pas sur Terre par hasard. Je crois qu'il y a en nous des dimensions spirituelles, des dimensions d'absolu, des dimensions de transcendance. Je pense très fortement et je crois très fortement à ces choses-là, à ces dimensions-là. Alors, appelons ça la religion. Pour moi, la religion est quelque chose de fortement inscrit dans l'homme depuis qu'il existe sur Terre et il se manifeste par différents cultes, différentes façons de vivre sa foi, différentes façons de nommer Dieu. Et que la religion est aussi culturelle. Elle est inscrite au cœur de l'histoire des hommes, des peuples, de l'histoire avec ses drames et ses merveilleux moments. Oui, moi je suis une personne je suis catholique romaine, chrétienne de par mon histoire, de par ma naissance, de par l'histoire de mes ancêtres et celle de mes parents. J'ai vécu 20 ans avec le père de ma fille qui était musulman du Pakistan, de la frontière pakistano-afghane. J'ai beaucoup aimé sa famille, j'ai beaucoup aimé leurs valeurs. C'était avant tout ça, toute cette folie. Et ces gens m'ont nourri de leur humanité. Nous avons eu ensemble avec Saoud une très belle fille. Il est parti rejoindre Allah. J'ai beaucoup d'amis de confession juive, beaucoup d'amis athées, chacun son destin, chacun sa croyance, mais l'humanité est belle dans sa diversité. Vous parlez beaucoup de cela dans votre livre, vous parlez d'amour, vous parlez bien sûr de la mort beaucoup. Il y a une histoire très belle de votre enfance liée à votre père. Oui. J'adorais mon père, j'adorais ma mère aussi, mais je suis une fille à son père, comme on dit. Une petite fille de ses grands-pères. Mon père était ouvrier maçon. Il était d'une famille de la campagne, grosse famille. Ils sont venus en ville au début des années 50, quand le Montréal se construisait, ce qu'on appelait la désertification des campagnes, qui a eu lieu en France aussi à la même époque. Et mon père a beaucoup travaillé. C'est un homme que le travail a complètement usé. Il était tireur de joint. Oui. Alors ça m'a fait sourire tireur parce que pour certains, ça veut dire autre chose. Finisseur de ciment. Oui.
Alors, quand il a écrit ça sur son camion, Raymond Thibault, finisseur de ciment, tireur de joint, j'ai dit, papa, quoi? Parce que mon père était bègue. Comme toute ma famille paternelle, j'ai dit, papa, tireur de joint. Il m'a dit, quoi? Et là, j'ai fait le signe de quelqu'un qui tire sur un pétard. Tu fumes des joints, papa? Il m'a dit, mono! C'est tellement drôle à entendre. Et oui, mon père est rentré. Mon frère m'appelle un soir, j'étais à Paris. Il me dit, je viens de rentrer, papa, à l'hôpital, ça va plus du tout, il tombe partout, il n'a plus de force. Je l'ai rentré à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, notre petite ville du Québec. Je me couche le soir et c'était tout de suite, c'était en soirée qu'il m'a appelé et sur mon front, ça s'écrit « Viens, viens, viens ». C'est des choses, il y a comme des lettres qui se forment sur mon front parfois. J'ai appelé Air Canada le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Baie-Saint-Paul après avoir pris le bus de Montréal et tout ça. Et j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu mon père dans un état physique. Il devait peser 25 kilos, il était exsangue avec un peu de l'oxygène et insoluté, c'est tout. Et là, j'ai dit, papa, c'est moi. J'ai vu ses yeux bouger sous ses paupières closes. Et là, j'ai passé, il m'a dit, tu es venu. Et j'ai dit, oui, papa, tu m'as appelé. Et j'ai passé toute la semaine dans sa chambre. Au bout de cette semaine-là, je devais repartir le dimanche parce que j'avais 4 spectacles qui m'attendaient en Bourgogne, au pays du bon vin. Et le dimanche qui précédait ce fameux jeudi où je devais repartir de Montréal, je suis assise, ma mère s'endort sur le fauteuil. Mon frère part en larmes aller prendre une douche. Et j'entends, ça s'écrit sur mon front, « Maintenant, tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. » Quoi, Cyrielle? Je ne le sais pas encore. Je me lève, je vais vers son lit, il était penché, un peu pas à plat. Je prends son visage et je lui dis, comme ça, comme une fille dit à son père qu'elle adore, comme une artisane dit à son père, artisan maçon, chef de chantier, devant le dernier chantier de sa vie, celui de sa mort. Écoute-moi, papa, il faut que je parte jeudi prochain. Pour que je parte jeudi prochain, il faut que je t'enterre mercredi. Pour que je t'enterre mercredi, il faut qu'on fasse la veillée. Et chanter pour toi mardi. Tu veux qu'on chante? Ses yeux sous ses paupières ont fait oui. Pour ça, papa, tu vois, il faut que M. Bradette s'occupe de ton corps demain. Et pour que M. Bradette, l'entrepreneur de pompes funèbres historiques de notre région, la famille Bradette, il faut que tu partes aujourd'hui. Sinon, ça marche pas. Maman dort. Marc est parti prendre une douche. Je sais que tu souhaites que je sois là. Pour que je sois là, il faut que tu partes aujourd'hui, même que tout de suite serait parfait. Mon père fait une respiration, 2 respirations, 3 respirations et j'avale son dernier souffle. Et ce dernier souffle, Fabienne Thibault, c'est aussi le premier que lui vous a donné en lisant votre livre, puisque vous naissez prématuré, vous n'arrivez pas à respirer. Et c'est grâce à lui, finalement, que vous allez pouvoir respirer. C'est une histoire très belle que vous nous racontez là, que vous racontez dans votre livre La Survivante. Et vous lui dites, à la mort, dont vous n'avez pas peur, chère mort, je te vivrai un jour, au bout de mon parcours. En attendant, permets-moi de te remercier pour toutes les fois où tu m'as aidé à rebondir, à faire confiance aux jours qui viennent, à entreprendre des combats, à rire avec ceux qui m'ont extraite à temps de ton étreinte, à accepter les pieds de nez de la vie. Merci d'avoir supporté que je te piège. Tu peux être si patiente. Quelle élégance de ta part jusqu'au jour où tu auras le dernier mot. Mais c'est une autre aventure. Oui, qui viendra. Mais qui ne vous fait pas peur, Fabienne Thibault? Non, j'ai pas peur de la mort, bien que comme toute personne humaine,
C'est une question qu'on se pose. On a peur de souffrir, on a peur de faire mal à ceux qui nous aiment, on a peur de voir d'au-dessus les larmes couler sur le visage de nos proches. Mais non, j'ai pas peur parce que il y a quelques années, c'est l'histoire de la mort de ma mère. Mon frère m'appelle, il me dit « Je viens de mettre maman à l'hôpital. » Mon pauvre frère, qui lui est au Québec, et c'est lui qui est toujours dans le réel. Moi, je suis loin, c'est facile pour moi. Lui, il est dans le réel, et mon frère dit « Je viens de mettre maman à l'hôpital, il paraît qu'elle a le cancer. » Et qu'elle est en train de mourir. Elle avait 93 ans. Quoi? Maman a le cancer? On n'a jamais su ça. Elle est en train de mourir. Hein? Passe-moi maman. Téléphone. Maman? Oui? Il paraît que t'as le cancer et t'es en train de mourir. Oui, mais c'est pas grave. Comment ça, maman? C'est pas grave. Voyons, t'as le cancer. C'est quoi ça? On n'a jamais su ça. Oui, mais bon, il faut bien avoir quelque chose. Bref. Donc, ma mère, après mon appel, est entrée en coma. Et moi, j'ai pris tout de suite attache avec une compagnie aérienne pour prendre des billets d'avion le plus rapidement possible. Et le lendemain matin, à 8 heures du matin, heure de Paris, j'ai ouvert les yeux. Elle était sous le plafonnier. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas pu m'attendre? Elle m'a dit, non, j'ai pas pu t'attendre, chérie. Mais ne t'inquiète pas, c'est très doux. Et elle est partie par la fenêtre. Ma mère était une femme de grande beauté. Elle avait ses défauts. C'était un être charmant, attentif aux autres, très belle femme avec des jambes très jolies, avec un joli visage. Donc, je pense que quand on a une âme bonne, en tout cas, qu'on est un être humain normal, la mort peut être très douce. Donc, comme je me trouve assez sympa comme fille, je pense que ma mort sera douce. Et puis, si elle ne l'est pas, eh bien voilà, c'est comme ça. Fabienne Thibault, c'est un livre que vous dédiez à Zoé et Christian, votre fille et votre conjoint, au vôtre également. Vous ajoutez cette phrase: on est tous les aventuriers d'une belle histoire à raconter. On est tous des petits enfants dans les jupes de leur maman. Ce sont des paroles issues de votre chanson Chante avec moi, extrait de l'album Le Blues à Fabienne. Ma première question d'abord, est-ce que ces douleurs ont fait que cela vous a rapproché de votre mère quelque part, comme pour éponger une peine? Et ensuite, du coup, quel genre de mère vous êtes? Cela fait de vous. Je ne suis pas une mère parfaite. Je ne crois pas avoir été une mère parfaite. Faudrait poser la question à ma fille. J'ai été une mère artiste. Alors, une mère artiste, c'est pas toujours là. C'est pas toujours parfaitement attentif, peut-être, au quotidien de ses enfants. Mais je pense de ne pas être une mère toxique, car je n'ai pas utilisé mon enfant pour rattraper mes propres délits ou rattraper mes propres douleurs. Mais un jour, tu auras peut-être l'occasion de la rencontrer. Elle est charmante, elle habite à côté de Strasbourg. Avec grand plaisir pour la rencontrer. Fabienne Thibault, vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous pour votre ouvrage intitulé La Survivante aux éditions L'Archipel. Dans un instant, mes chroniqueurs arrivent, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'accord sur le cessez-le-feu avec le Hezbollah. Israël demande un délai supplémentaire de 30 jours aux États-Unis pour retirer les troupes armées. Au terme de l'accord de trêve fin novembre, Israël a jusqu'à dimanche pour quitter le sud du Liban. L'ambassadeur sortant d'Israël aux États-Unis a estimé que la prolongation serait accordée. C'est un grand ami d'Israël, les mots de Binyamin Netanyahou qui défend Elon Musk. Le milliardaire a été accusé d'avoir fait un salut nazi pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump
Trump en début de semaine, geste qu'il a depuis démenti. Le Premier ministre israélien a rappelé le soutien qu'il a manifesté en faveur de l'État hébreu, et ce, depuis les attaques du 7 octobre. Ce geste d'Elon Musk qui n'arrête pas de faire parler de lui. Des militants politiques en Allemagne et des activistes britanniques ont partagé des photos sur X. Ils affirment avoir projeté une image du célèbre salut avec le bras levé d'Elon Musk, accompagné par le mot Hail sur l'extérieur de son usine Tesla. En France, création d'une police pénitentiaire. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin est en déplacement aujourd'hui à Agen, à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Il a donné les premières précisions sur la prison de haute sécurité pour narcotrafiquants qui devrait ouvrir d'ici le 31 juillet prochain. Et puis c'est une figure du journalisme français qui nous a quittés aujourd'hui, Jean-François Kahn, fondateur de Marianne et de l'événement du jeudi. Il est mort à 86 ans. Le Premier ministre salue sur X son incarnation du centrisme révolutionnaire, l'humanisme et sa fidélité. Et puis on finit ce journal avec du basket et la célèbre Ligue mondiale qui débarque à Paris ce soir. La NBA Paris Game. Les Spurs de San Antonio seront face aux Pacers d'Indiana à l'Accor Arena de Bercy à 20h. Et merci beaucoup Charlène Villemer. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit cette émission avec Fabienne Thibault sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Après le succès du 5 décembre, Benjamin Pétrover revient à l'Écuge le 28 janvier. Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrover dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques de la chanson française avec une touche israélienne. Prêt à monter à bord ? Rendez-vous le 28 janvier avec Benjamin Pétrover à l'Écuge. Réservation Écuge.fr. au 01 53 20 52 52. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Fabienne Thibault, qui se révèle davantage dans son autobiographie intitulée La Survivante aux éditions L'Archipel. On vous a beaucoup entendu dans cette première partie d'émission avec un sourire et une façon de voir la vie assez dingue quand on voit tous les combats qu'il vous a fallu combattre. C'est le cas de dire Fabienne Thibault. Je me suis demandé d'une part ce qui vous avait sauvé et si la musique y était pour quelque chose. Oh, la musique est pour quelque chose, évidemment. La chanson, l'écriture. Mais je pense que c'est aussi avoir conscience que tellement de drames se déroulent sur la planète. Tant de souffrances, tant d'injustices. Il faut savoir faire la part des choses dans l'appropriation de ses propres drames ou problématiques ou ses galères. Parfois, il faut être raisonnable dans ses constats personnels. Fabienne Thibault, dans votre livre, il y a beaucoup d'amour pour vos proches, votre entourage, ceux qui sont, ceux qui ne sont plus, mais aussi pour la musique qui est quand même omniprésente dans votre vie. Vous qui jacassiez depuis vos 2 ans déjà. Je parlais beaucoup. C'est pourquoi très tôt, vous vous êtes formé avant d'être repéré, évidemment, pour votre aventure, comme vous dites, franco-québécoise, Starmania, dirigée par le tandem Berger-Plamondon, et de poursuivre votre carrière musicale depuis avec de nombreux albums. Vous étiez venu nous voir l'année dernière pour nous présenter votre chanson intitulée Les Fermes de France en duo avec votre amie Sierra Marios, issue de votre dernier album concept qui s'intitule Autour de Fabienne. C'est une chanson qui rendait hommage à un hommage intime aux Fermes de France, comme si elles étaient des personnages vivants. Elles sont des personnages vivants, elles ont une histoire. Elles sont différentes d'une région à l'autre. Les fermes, c'est un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu d'histoire, puisque souvent, il y avait à l'intérieur de ces fermes des meubles construits par la famille, fabriqués, des vieilles horloges, des vieux bancs de bois, tant de chansons, tant de larmes, tant de prières. Oui, elles sont vivantes pour moi.
C'est un album dont vous êtes auteur, chanteuse, mais pas surtout les titres, où on peut retrouver bien sûr des gens que vous aimez. Il y a une chanson qui vous tient à cœur, La petite fille au napalm, interprétée par Kiona et Jonathan Serrada, découvert notamment dans Nouvelle Star il y a quelques années. Qui est Kiona ? Kiona, c'est une jeune franco-tunisienne qui est dans la région centre, au Touraine, qui a été semi-finaliste l'année dernière sur The Voice et dont je suis très proche depuis quelques années, qui est intelligente, fine, courageuse, travailleuse, talentueuse. Elle arrive bien à l'école, elle est drôle, elle est force de proposition. Et elle fait aussi partie normalement de mon projet de comédie musicale, à moins qu'un producteur vienne et dise non, tu ne le fais pas. Mais comme elle a de la personnalité, je pense qu'elle ne se laissera pas faire. Quel âge elle a ? 18 ans. Ah, on va écouter un petit bout. Francophonie, francophonie. Écoutez nos voix, elles reprennent ton cœur. Francophonie, francophonie. Alors pour le coup, on écoutera cette chanson après, mais il y a aussi cette chanson, on va écouter un petit bout, puisque c'est une nouveauté également, que vous tenez à nous faire découvrir en exclusivité. Oui, c'est une chanson qui est un hommage à la jeunesse francophone, pour que tous ensemble nous valorisions, partagions, célébrions notre langue française, soit comme langue principale ou comme langue secondaire, la langue française qui est si belle. C'est une chanson qui ne fait pas partie de votre dernier album Autour de Fabienne, je le reprécise, qui sortira très bientôt, chanté par Kiona également, et dont vous êtes l'auteur avec la musique de Fabien Tessier. C'est un hymne à la jeunesse francophone qui valorise et qui défend la langue française. Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a un souci avec ça, à l'heure où on nous demande de faire du yel, etc. C'est surtout, moi, le yel, c'est une problématique de genre. Je ne veux pas me mêler de ça. Mais notre langue est en danger. Il faut la protéger, il faut la valoriser. Qu'elle soit notre langue d'origine ou une langue que l'on aime et que l'on apprend. Il y a beaucoup de pays qui aiment la langue française. On prépare le prochain sommet de la francophonie au Cambodge. Et le Cambodge, évidemment, le français n'est pas une langue officielle, mais le Cambodge est très sensible à la dynamique francophone. Pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez de deux choses, Fabienne Thibault. D'une part, un amour pour Joséphine Baker. Oui. Pourquoi ? Et pour terminer, les corbeaux, c'est une grande histoire. Ah oui, alors Joséphine Baker est une femme dont le destin est fascinant. Elle est venue d'Amérique, comme moi, mais elle d'une autre partie. C'était une métisse. C'est une femme qui est partie de rien et qui a eu une carrière artistique extraordinaire, une carrière humaine, si on peut appeler ça une carrière, puisqu'elle représente vraiment la famille arc-en-ciel avec tous les enfants qu'elle a adoptés et construits. C'est une femme aussi qui a été résistante, c'est une très grande citoyenne. Et le lien avec vous ? Eh bien, on s'est mariés, Christian et moi, au parc Joséphine Baker, en Dordogne. Et Christian, lui, est d'origine martiniquaise. Donc, il y a toute cette créolité, cette culture du Sud qu'elle portait, que lui porte et que moi, je partage. Et voilà, et je tiens à vous dire que très récemment, il y a une Marianne Joséphine Baker qui existe. Les communes de France, les mairies peuvent se l'approprier. Et désormais, il y aura en France des Marianne dans les mairies Joséphine Baker. Et vous nous racontez pourquoi cet amour pour les corbeaux que nous détestons tous. Ah, il faut pas. C'est un oiseau d'une intelligence extraordinaire. Et dans les cultures amérindiennes d'Amérique du Nord, ils sont porteurs des âmes des morts. C'est eux qui transportent l'âme des morts vers l'au-delà. C'est un oiseau qui a une mémoire absolue. Si vous faites du mal à un corbeau devant un autre corbeau, il s'en souviendra même quelques années plus tard. Et moi, toute ma vie a été connotée par la présence des corbeaux. Mon père est né sur le cap aux Corbeaux
Et régulièrement, dans l'histoire avec mon père, les corbeaux sont venus en ma présence pour me rappeler des choses. Il faut les aimer. Fabienne Thibault, la transition est compliquée, mais on va partir au théâtre ensemble. Avec Au théâtre. Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle et bonjour Fabienne Thibault. Que je suis ému et content de livrer cette chronique à l'image et au goût de celle qui a bercé tous mes voyages à Montréal, de la complainte du phoque et de questions de feeling. Pour résonner comme en écho à l'autobiographie de notre chère Fabienne, cette chanteuse survivante et résiliente, puissante dans son amour de la vie, je m'en vais vous parler d'un spectacle contant la vie d'une autre femme forte de la chanson française, un mythe même, qui hante encore le Moulin de la Galette et Montmartre. J'ai nommé Louise Weber, cette figure alsacienne de la chanson populaire, du bal musette et du French cancan, à laquelle Delphine Gusteau consacre une pièce inspirée et enjouée à l'Essaillon Théâtre, pièce qui a rencontré un tel succès qu'elle est reprise régulièrement depuis 2017. David, forcément, on a envie de savoir. Dites-nous-en tout de suite un peu plus sur ce mythe mis en scène à l'Essaillon Théâtre. Mythe est le terme. Imaginez tout d'abord un petit brin de fille qui commence comme chanteuse à 6 ans à l'Élysée-Montmartre, puis qui se fait remarquer comme danseuse au Moulin de la Galette. Alors que les arts semblent lui tourner le dos temporairement, elle devient blanchisseuse, puis très vite modèle pour les peintres et les photographes de Montmartre. Puis elle enchaîne les succès, tout en menant d'hôtel particulier en hôtel particulier une grande carrière de demi-mondaine. De danseuse de cancan au bal de Bullier et à la closerie des Lilas, elle devient dompteuse de fauves au cirque Fernando. Érotique à souhait, elle est l'une des premières artistes à montrer généreusement ses dessous et à jouer de son sexe à pile. Ayant la réputation de passer entre les tables des spectateurs en vidant leurs verres avec gourmandise, elle hérite de son surnom, sans doute motivée aussi par ses frasques sexuelles, la Goulue. C'est la vie trépidante de cette femme incroyablement libre pour son temps, dans son art et dans ses amours, dans sa parole sur l'éros et les hommes, que Delphine Gusteau a choisi de mettre en scène dans la petite cave qui sert d'écrin à l'Essaillon Théâtre. Remontant le fil du temps, le spectacle raconte, étape par étape, l'incroyable destin de cette insoumise d'une extrême modernité, rebelle et libre, en le confiant à la verve d'une comédienne qui ne l'est pas moins. Justement alors, que dire de l'interprète Delphine Gransart et de la mise en scène, David ? Écoutez Cyrielle, Delphine Gransart se montre absolument convaincante dans le rôle de la star de la belle époque qu'est Louise Weber. Cela sans doute car elle entretient un point commun très fort avec Fabienne Thibault, qui n'est pas étranger à mon choix de la pièce. Elle est une star de la comédie musicale. Comme jadis Fabienne a triomphé dans Starmania, Delphine a, elle, connu des heures glorieuses avec Cabaret et Mozart, l'opéra rock. Et son jeu s'en ressent. Dans un décor d'une belle sobriété, s'appuyant sur un simple paravent et un beau jeu de lumière, notamment rouge, Delphine Gransart nous emporte non seulement avec sa voix, mais avec l'incroyable énergie qui caractérise son jeu et lui permet de donner au personnage son tonitruant relief. En conclusion, je recommanderais aux amoureux du Montmartre du Lapin Agile et du Moulin de la Galette, aux fans de la belle époque, aux amoureux des femmes à la gouaille provocatrice et à l'érotisme sauvage, de donner sa chance à ce spectacle intense autour de Louise Weber, dite la Goulue. merci beaucoup David Schweger. Tout de Nous irons suite, voir. on ira voir évidemment Fabienne Thibault. Tout de suite, c'est le billet du jour sur Radio J. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Aujourd'hui, vous nous parlez du traitement médiatique et politique de la libération des otages. Oui, la libération des otages. De ces survivantes, pour reprendre votre terme, Fabienne Thibault. Là, des vrais, là. Des vrais Oui, survivants. à côté de moi, c'est... Et là, on plonge dans un univers où les mots ne sont plus des outils, mais des armes de persuasion massive. Et je le dis franchement, certains médias méritent un César pour leur créativité. Prenons l'exemple du journal 20 minutes qui qualifie les prisonniers palestiniens libérés d'otages, exactement comme les civils israéliens kidnappés par le Hamas. Vous voyez le problème ? Une équivalence qui frôle l'absurde, pour ne pas dire l'indécence. Car rappelons-le, les otages israéliens sont des civils, arrachés à leur famille lors d'attaques brutales. Les prisonniers palestiniens, eux, sont des criminels, condamnés pour des actes graves, parfois meurtriers. Et ce n'est pas tout. 20 minutes parle aussi de captivité pour
décrire la détention de ces prisonniers. Ce choix de vocabulaire chargé d'émotions suggère qu'ils auraient été emprisonnés de façon injuste. Ce glissement sémantique est une insulte à la mémoire des victimes israéliennes et à leurs proches. À ce rythme-là, on nous dira bientôt qu'un braquage d'une banque, c'est un prêt sans intérêt. Et visiblement, 20 minutes a changé et se font braquer après justement plusieurs reproches qui leur ont été faits sur les réseaux. Mais d'autres médias ont aussi, je crois, adopté ce type de discours, Samuel Madar. Hélas, oui. Dans cette danse macabre des mots, l'Express parle d'échange d'otages et met ainsi sur un pied d'égalité les victimes et les agresseurs. Ce n'est pas un échange d'otages, c'est un marché de dupes. Mais parlons maintenant d'un autre média, ou plutôt de deux. Brut, Combini, qui présente les prisonniers libérés comme principalement des femmes et des adolescents. Une narration qui touche droit au cœur, mais qui est fausse. Car écoutez bien, les chiffres officiels sont clairs. 91% des prisonniers sont des hommes et seulement 3% sont mineurs, tous âgés d'au moins 15 ans et préférant les cocktails Molotov aux cocktails de fruits. On est donc bien loin de l'image d'enfants innocents ou de mères brisées. Mais pourquoi s'embarrasser de chiffres quand on peut miser sur l'émotion brute, n'est-ce pas ? Du côté des politiques aussi, vous relevez des propos étonnants, Samuel. Prenez Emmanuel Macron par exemple. Il parle, je cite, d'un calvaire injustifiable pour évoquer la situation à Gaza. Mais de quel calvaire parle-t-on exactement ? Celui des civils pris en otage ou celui des terroristes traqués par l'armée israélienne ? La formule est floue et laisse entendre de manière implicite que l'armée israélienne pourrait manquer de légitimité dans sa riposte. Et puis, il y a les députés de la France Insoumise, comme David Guiraud et Thomas Porte. Ouais, eux ne déçoivent jamais. Ils se réjouissent de la libération de soi-disant prisonniers politiques, ce sont leurs mots, comme s'il s'agissait d'un militant avec un peu trop d'ambition. Je rappelle que ces prisonniers sont des individus dont beaucoup sont condamnés pour terrorisme. David Guiraud ose même un parallèle avec la Révolution française, comme si des terroristes du Hamas pouvaient être comparés à des révolutionnaires de 1789. Non, ce n'est pas une blague, c'est une comparaison audacieuse pour ne pas dire grotesque. Soyons sérieux. En somme, est-ce qu'on assiste à une véritable guerre des mots ? Exactement, Cyrielle. Une guerre où les grands perdants sont les faits. On transforme les bourreaux en victimes et les victimes en invisibles. Les termes employés façonnent la perception des événements. Ils influencent l'opinion publique. Parler de captifs ou de prisonniers politiques, c'est travestir les faits, effacer les crimes et reléguer les vraies victimes au second plan. Rappelons une vérité essentielle. Un otage est une victime. Un prisonnier est un agresseur. Confondre les deux, c'est trahir la vérité. Et quand les récits déforment les faits, c'est la justice qui disparaît. Merci beaucoup Samuel Madar, alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment jeudi prochain, comme toutes les semaines, sur Radio J. Éventuellement, une réaction de vous, Fabienne Thibault. J'adhère à tout ce que vient de dire Samuel. Merci beaucoup Fabienne Thibault. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Chère Fabienne, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout. Et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire ça maintenant avec une première phrase pour avoir un sentiment, une anecdote, une émotion. Parfois, on donne plus de place aux défunts qu'aux vivants. » C'est possible. Que faut-il faire ? Je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas votre cas. Non, moi je suis très sensible à ceux qui vivent autour de moi et avec moi. Ceux qui chantent avec moi, ceux qui partagent ma vie. Mais c'est vrai aussi que je suis très présente aux défunts. Parce qu'ils sont toujours là, peut-être. Faire savoir aux autres ce qu'on ressent, c'est prendre soin de ses émotions. Être avec vous aujourd'hui me permet et vous m'en donnez la permission, et vous m'en ouvrez la porte de dire les choses que je ressens.
Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à écouter ce que les autres ont à dire plutôt qu'à dire ce que moi je ressens. C'est peut-être une sorte de pudeur ou parce que j'ai assisté à trop de choses qui ont fait que j'ai appris à me taire et à essayer d'analyser. J'ai du mal souvent à dire ce que je ressens parce que je trouve ça peut-être pas très intéressant, je sais pas. Mais est-ce que dans votre livre, vous avez tout dit? Non. Il en reste encore? Oh, il en reste beaucoup, mais je me suis retenue parce que certaines personnes sont encore vivantes et certaines histoires de famille qui feraient de la peine, peut-être, à des gens de ma famille. Quand ils sont tous partis, peut-être, je me permettrai. Fabienne Thibault, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Telle est la quête, suivre l'étoile, peu importe la chance, peu importe le temps, a écrit Jacques Brel. Merci Fabienne Thibault. Merci Sarah. C'est votre portrait sur C'est Radio rien. J. C'est pas Cyrielle, ça. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Vous le savez Fabienne, puisque vous étiez là l'année dernière, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer toutes ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richaume. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. J'adore les Christians. Mon mari Et oui, s'appelle votre Christian. mari. Bonjour Fabienne. Justement, j'allais commencer comme ça. C'est un autre Christian. Ouais. Et pour faire référence à votre livre, je ne suis pas un mage. Ah, heureusement. Donc je vous reconnais. Je vous reconnais, mais j'essaye de vous connaître. Et à travers cette histoire d'une femme que vous nous racontez, et vous avez mis votre cœur sur la table. Alors, la survivante est la miraculeuse, ou la miraculée. C'est important, ce double mot. Je suis né bien en avance, à 5 mois et demi. J'ai été vite baptisé et mis 40 jours à l'hôpital. Séparé de ma mère. Donc ça a été une première épreuve. Quelque chose qui marque dans un profil. Ensuite, l'histoire de ma mère avec sa souffrance personnelle par rapport à ses enfants. Et donc tout de suite, j'ai vécu des choses terribles qui ont peut-être créé en moi un attachement. Un attachement anxieux et En vous, pour les auditeurs qui viennent Oui. d'arriver, il faut le préciser. un attachement en vous. Oui, vous parlez comme si vous étiez Voilà. moi. Mais c'est une formule, on dit un attachement. Voilà. Un attachement qui fait que, on va en reparler tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi plein de miracles. Cette électrocution à Bobino, cette histoire d'escalier que vous nous avez racontée, cet accident d'avion que vous n'avez pas pris. À la fois j'ai des signaux et à chaque fois j'évite des catastrophes jusqu'à ce quadruple pontage. Donc on est une miraculée. Ce qui fait que je peux rechercher à travers ça des racines et un ancrage. Et vous avez trouvé face à cette difficulté, cette façon de vivre la tristesse, peut-être. La tristesse, c'est le manque ou la perte dans votre ancrage par rapport à vos racines. Vos racines québécoises, votre lignée généalogique, ces Français qui ont découvert le Québec, qui sont installés et qui ont pris racine sur la terre que vous retrouvez ici, un peu, chez nous. Cet ancrage par rapport à la ruralité. C'est peut-être une façon pour vous de retrouver des choses simples et authentiques sur lesquelles je peux m'appuyer. Un équilibre émotionnel et puis cette volonté de transmettre. Alors il y a cette bienveillance et cette lumière qui jaillit de vous, qui est tournée vers les autres, vers l'envie, vers le pardon, d'accepter les autres, de rechercher le bonheur, de rechercher la joie. Vous avez dit une fois être à l'extérieur et observer. Parce que peut-être un peu de pudeur par rapport à l'expression de vos émotions. Peut-être un petit peu de manque de confiance en soi. Aussi. Alors du coup, je donne aux autres, j'observe les autres et je transmets. Et puis un équilibre entre le pardon et un petit peu d'affirmation de soi. Vous êtes capable des fois de mettre les points sur les i. Oh, quand je me fâche, Christian, ça va mal. Si je peux Quand me je dis c'est ça qu'on fait, c'est comme ça, point, c'est moi Il y le a- chef. Il y a un marinier qui l'a compris, je crois. Il y a un marinier qui a dû le comprendre, même s'il est retourné sur son bateau, il a dû le comprendre. Donc on évite les conflits, mais on est capable, des fois, de dire les choses. Ah, je peux me battre, moi, Voilà. avec mes poings. Mais Petits poings. avec une grande humanité. Et donc on s'aperçoit que la joie,
elle est motrice pour vous. C'est peut-être un contrepoids par rapport à vos défis. Transformer les différences et de les transformer en opportunités. Et puis cette humilité que vous avez. J'ai repris une phrase de vous qui dit « Certains ont sauvé des vies ». Moi, j'ai sauvé une chanson. Oui, c'est si peu, mais j'en suis fière. Oui. Alors, la dernière fois, vous nous avez parlé en 3 mots de bienveillance, de lumière et de joie. Pour vous définir. C'est ce que vous avez fait. Et est-ce qu'on est d'accord sur ces 3 mots ou est-ce qu'on en change un? On garde tout. On garde tout. Oui. Alors, pour terminer ce moment, cet agréable moment, j'ai envie de vous dire, comme une star qui est sans manie. Fabienne Thibault, c'est une femme pas comme les autres. Mais nous l'aimons, c'est pas de notre faute. Oui. Elle nous rappelle que même dans un monde de stone, on peut trouver en soi la lumière qui éclaire les jours les plus gris et être une belle âme. Et puis, au bout du compte, avec vous, On n'est jamais tout on se seul. rend compte qu'on n'est jamais tout seul au monde. Oh, c'est très beau. Merci, Merci Christian. beaucoup, Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve également tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. On va écouter une chanson qui vous tient à cœur, la chanson que j'ai promis à nos auditeurs tout à l'heure, La petite fille au napalm de Jonathan Serrada et de Kiona, écrite par vous, Fabienne Thibault. Vous êtes venue nous voir pour votre autobiographie intitulée La survivante aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup pour cet échange. Merci ma belle. Un mot de la fin qui vous revient. Je vous embrasse tout le monde et je vous dis, on s'en sortira. Merci Fabienne Thibault. À la réalisation audio et vidéo, aujourd'hui Alan Lucas et Tana Noukaïev. Merci beaucoup à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission. Bravo à Samuel Madar pour cette chronique alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux avec une jolie émotion de Fabienne Thibault qui échange. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notez que vous pouvez réécouter nos invités, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Stéphane Guillon pour son livre Fini de rire aux éditions Albin Michel. Rendez-vous tout de suite avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Tout de suite, dans un instant, plutôt le journal sur Radio J, mais la musique aujourd'hui.